Bienvenue à tous qui nous rejoignent pour cette nouvelle après-midi. On va lancer et continuer le pouvoir des imaginaires autour du Web3. Mais avant, je vais laisser Alex Gerbeau, vice-président de la French Tech, faire un petit tête-à-tête. Merci Sébastien. J'invite donc Laurent Lardy à me rejoindre sur scène pour ce tête-à-tête. Bonjour Laurent Lardy. Vous êtes adjoint au maire de Marseille en charge notamment des sujets économie et numérique entre autres. Donc le Grand Bain cette année, c'est à la frontière entre les arts et les nouvelles technologies. C'était donc tout naturel pour nous de pouvoir l'organiser ici, à la Friche de la Belle de Mai, qui rassemble justement ces écosystèmes culturels et tech qui sont notamment soutenus par la ville de Marseille. Du coup, j'ai quelques questions à vous poser pour bien comprendre l'implication de la ville de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment est-ce que vous soutenez le développement de cette filière des industries culturelles et créatives? Merci déjà pour votre invitation. Alors, ce que vous disiez, oui, alors il y a la friche, et puis juste à côté, il y a le pôle média de la Belle de Mai. Deux outils qui sont la propriété de la ville de Marseille, même si leur animation ne fonctionne pas sur les mêmes critères et les mêmes principes. En matière de développement des industries culturelles et créatives, je crois qu'il est important d'abord de comprendre qu'aujourd'hui, ce développement et ces industries créatives font partie des filières stratégiques de la ville de Marseille en termes de développement économique. Donc pour nous, il est important d'agir et on agit sur différents plans. Je vais prendre un exemple. Dans le domaine de l'animation, par exemple, qui est un sujet qui est en train de grandir avec de plus en plus d'acteurs qui s'implantent sur Marseille, on a décidé de soutenir à la création une association qui s'appelle Sudanime et qui donc vient fédérer l'ensemble de ces acteurs. Nous, notre rôle, c'est pas d'aider directement les acteurs, bien entendu. On n'en a ni le pouvoir, ni les moyens, ni les compétences. En revanche, de faciliter la création d'écosystèmes de rassemblement des acteurs pour qu'ils arrivent dans leur propre filière à la faire grandir et à la faire prospérer. Ensuite, on travaille beaucoup sur le soutien à des acteurs qui sont engagés dans le domaine des industries culturelles et créatives. Alors c'est le cas notamment, parce que c'est déjà la vocation depuis longtemps du pôle média de la Belle de Mai, pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Et puis il y a ce projet, quand même, ce volet du projet Marseille en Grand, qui a un volet très important sur les infrastructures. Et là-dessus, en particulier dans le domaine du cinéma et de la production audiovisuelle, c'est la création d'outils sur lesquels la ville peut avoir différents types de rôles. Alors on est très impliqué sur la rénovation complète et en profondeur qui va avoir lieu du pôle média de la Belle de Mai, qui va être rénové, je pense, pour des sommes très importantes, plus de 5 millions d'euros sans aucun doute, avec le maintien des studios de production cinématographique à l'intérieur du pôle média de la Belle de Mai. Et puis, c'est du soutien à la création d'autres outils. On est une ville facilitatrice, c'est-à-dire que, par exemple, pour la création à d'autres endroits de studios plus importants cinématographiques, la ville, elle a joué son rôle en dégageant, en aidant à trouver les espaces fonciers qui vont permettre d'implanter ces studios. Voilà comment est-ce qu'on agit aujourd'hui en faveur des industries culturelles et créatives. Et une fois de plus, parce qu'on considère que c'est l'une des 3 grandes filières stratégiques de développement économique et d'emploi, bien entendu, pour sur le territoire de la ville de Marseille. Alors justement, votre présence sur le Grand Bain témoigne de ce soutien. On voit notamment que le secteur des industries culturelles et créatives est très représenté en fait sur votre pavillon dans le showroom. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pourquoi c'était important pour vous de participer au Grand Bain et pourquoi c'était important pour vous de mettre en avant ce secteur? Bon, participer au Grand Bain, c'est normal pour la ville. On accompagne la French Tech, on est très présent. C'est sûr qu'aujourd'hui, sur le pavillon lui-même, alors je ne vais pas commencer à citer les entreprises parce que je vais en oublier, ça va faire des jaloux, mais vous allez trouver des acteurs du motion design, vous allez trouver un acteur très pointu, très bien sur le time-lapse, qui fait du time-lapse sur des chantiers, qui est une très belle boîte, je crois, qui a été créée d'ailleurs à l'intérieur de l'écosystème du pôle média de la Belle de Mai. Vous avez également un acteur dans le domaine de l'animation
d'animation, je ne vais pas le citer, parce que j'ai son nom qui vient de me venir en tête. Donc moi, j'invite surtout les gens qui participent à cette belle journée à se rendre sur le pavillon pour rendre visite à ces entreprises. Alors, le Grand Bain, c'est aussi la rencontre des acteurs de la tech. Est-ce que, au-delà de l'industrie culturelle et créative, vous pouvez nous expliquer comment la ville, justement, accompagne le développement de l'innovation? On a une demi-heure, là? Non. Je fais juste peut-être un thème particulier. C'est que, en fait, la ville, par son action, son projet politique, porte des sujets de l'innovation, porte des sujets qui nécessitent l'innovation. Lorsqu'on travaille sur un projet aussi ambitieux, je pense que tout le monde doit un peu en avoir entendu parler, des 100 villes décarbonées. Les 100 villes décarbonées, objectif 2030, c'est un défi d'une très grande mesure pour une ville comme Marseille. Et donc, on a besoin de l'innovation, parce que les solutions qui vont permettre de décarboner la ville d'ici quelques années, il y a les solutions qui existent, qui commencent déjà à être mises en œuvre, il y a toute la volonté et la créativité des acteurs, mais à un certain moment, on voit bien que la bascule, elle se fait par l'innovation. Innovation aussi dans le domaine social, à Marseille, en particulier, c'est très important, parce que finalement, on se rend compte que la construction des logiques de développement économique ont buté, ou en tout cas n'ont pas rempli leur mission jusqu'à maintenant à Marseille. Je vous rappelle qu'on est dans une ville dans laquelle on a 90 000 chômeurs, dans laquelle vous avez une grande partie de la jeunesse marseillaise qui est complètement mise de côté de toute perspective d'accès à l'emploi. Et donc là, par exemple, on est en train de travailler sur, dans le cadre notamment d'ailleurs de France 2030, enfin de projets qui sont élaborés au plan national, de proposer à des acteurs de se préparer à répondre à des directions dans lesquelles on va par exemple essayer de travailler sur cette notion de quartier créatif et inclusif, dont l'objectif, bien entendu, par l'innovation, est de permettre à tout le monde d'avoir une chance d'accéder à un emploi. Alors justement, on parle beaucoup de l'avenir et le Grand Bain, c'est aussi les innovations de demain. Est-ce que parmi les grandes tendances technologiques, il y a une innovation que vous nous conseillerez de suivre de près? Quelle question. Je pense qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui sont plus compétents que moi. Moi, je fais partie des gens qui disent que les politiques, ils n'ont pas réponse à tout. Hein. Donc, je vais quand même essayer de vous faire une réponse. Aujourd'hui, on est sur... regardez le dossier des métavers aujourd'hui. Il y a d'éminents spécialistes de la Silicon Valley qui ont fait des paris et qui sont en train de complètement se planter. Ça ne veut pas dire que les métavers, c'est un mauvais plan. Il n'empêche que les métavers risquent d'être à l'origine de la création d'une nouvelle bulle dont on va tous subir un certain nombre de conséquences. Moi, j'ai travaillé il y a assez longtemps, je suis chef d'entreprise, hein, j'ai un cabinet de conseil, et je travaillais pour la FING. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui connaissaient la Fondation Internet Nouvelle Génération, hein, qui a fermé ses portes malheureusement il y a quelques temps, et dont l'objet justement était de prendre les innovations telles qu'elles arrivaient et de mettre tout un tas de gens autour à réfléchir quels pourraient être les usages. Alors, c'est très drôle d'aller d'ailleurs sur les archives du site de la FING aujourd'hui pour voir les usages qu'on imagine un certain nombre d'innovations il y a 10 ans. Il y en a finalement que personne n'a trouvé, il y en a d'autres qui ont fonctionné, et puis il y en a d'autres qui sont lamentablement plantés. Je trouve que c'est très difficile d'aller... Moi, si je peux donner un conseil peut-être pour les entrepreneurs, pour les start-upers, pour les gens qui travaillent sur ce domaine de l'innovation, c'est plus de dire qu'aujourd'hui, attention, moi, de là où je suis, ce que je vois, c'est que intégrer à l'intérieur des projets la dimension éthique, la dimension démocratique, la dimension inclusive, évidemment la dimension environnementale, notamment par rapport à la problématique du réchauffement climatique, c'est un enjeu commun à tous, mais ça va être l'enjeu de toutes les entreprises. Ça va être l'enjeu de toutes les entreprises, y compris pour leur propre survie. Donc je crois que si je pouvais dire quelque chose avec un petit peu d'expertise là-dedans, c'est que moi, mon point de vue, c'est qu'il faut être très attentif à ces aspects-là aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Lardy, pour ce tête-à-tête. Je laisse Sébastien nous rejoindre pour poursuivre notre exploration du Web3. Merci à vous. Merci à vous pour cette description. On va enchaîner pour parler donc de l'impact du Web3. Et pour bien commencer, on va essayer de le définir. Et donc j'appelle à me rejoindre Alexis Steinman du projet Liberty, du groupe McCourt, à monter sur scène.
Alors, merci d'être présent. Vous êtes donc la directrice Marseille du projet Liberty pour le McCourt Global. Et on va échanger ensemble sur qu'est-ce que c'est ce projet et du coup, qu'est-ce que le Web3. Exactement. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Soyez indulgent que mon français, c'est assez compréhensible que les concepts de Web3. Tout d'abord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur le Web3. On demande comment les blockchains fonctionnent, pourquoi il y a si beaucoup de crypto-monnaies et c'est quoi ce hype de metaverse. En fait, la chose qui est vraiment importante, c'est qu'est-ce que ces nouvelles technologies vont faire pour nous. Comment ça va aider notre société, notre fonctionnement et comment on peut rendre l'Internet plus éthique et plus démocratique et protéger nos vies. C'est ça, en fait, cette nouvelle technologie. Pour la première fois, on a une opportunité de reboot le web. Et c'est là qu'est né Projet Liberté, un petit projet pour transformer le fonctionnement de l'Internet. C'est vendeur, c'est bien vendu. Du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est le Project Liberty? Oui, donc le projet Liberty, c'est un projet qui est fondé par Frank McCourt, qui est le propriétaire de notre chère équipe de football, l'Olympique de Marseille. Frank, c'est un entrepreneur philanthropique de longue date. Lui, il avait lancé une école, une université à Georgetown en 2013, qui était une école de politique publique. Et c'était là où il était aux premières loges de la crise de démocratie aux États-Unis. Il s'est rendu compte que c'était la technologie et surtout les réseaux sociaux qui fait une grande partie du problème. Et donc, il avait lancé Projet Liberty. C'est un projet pour transformer le fonctionnement de l'Internet par rapport à la transfert des données, pour renforcer la société, l'économie et la démocratie. On imagine, c'est un projet d'infrastructure civique pour améliorer le monde numérique en rendant les données aux utilisateurs et donner le contrôle à eux, en établissant l'éthique dans la technologie qui manque actuellement et en établissant une nouvelle économie et des opportunités aux développeurs et utilisateurs. Donc, ce projet, c'est basé sur 3 piliers. La première, c'est la technologie, évidemment, c'est pourquoi je suis invitée. Le deuxième, c'est la gouvernance, parce qu'il manque les règles dans le Web 2 actuellement. Et le troisième, c'est le mouvement. Ça veut dire qu'il faut fédérer une communauté et informer les gens pour changer comment on agit. Bien sûr, cette vision, c'est ambitieuse, c'est hyper audacieuse, mais c'est essentiel. Et c'est important parce que pour nous, les réseaux sociaux, c'est essentiel, ça fait une grande partie de nos vies, mais on a une énorme opportunité de prendre tout ce qu'on avait appris ces 15 dernières années et changer le modèle. En effet, c'est ambitieux. On parle de transformer Internet, donc c'est un effort qui semble colossal. Comment, du coup, concrètement, vous allez faire ça? Quel est le projet qui se cache derrière? Voilà, donc actuellement, avec le Web 2, on peut dire que c'est une économie de surveillance. Donc chaque chose qu'on fait, si on regarde une vidéo, si on envoie un mail, si on a acheté une paire de chaussures, ça crée les données. Et les données, tout est surveillé. Et ces données sont vendues par les plateformes pour gagner l'argent. Donc ça veut dire que le plus qu'on utilise les applications et l'Internet, le plus qu'il va gagner. Évidemment, c'est quoi qui va capturer notre attention? C'est les choses sensationnelles. C'est pourquoi on a une augmentation de disinformation, de fake news et de polarisation. Et nous, on croyons que cette infrastructure massive des données, ça ne peut pas appartenir à quelques entreprises. Il faut en fait que c'est une infrastructure publique, comme on peut dire les téléphones, les EDF, les choses comme ça. Parce que si on a quelque chose de public, ça va donner le contrôle aux utilisateurs au lieu des plateformes. Et c'est là où le Web 3 entre dans le jeu. Parce que le Web 3, c'est décentralisé. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un intermédiaire, un tiers de confiance pour utiliser. Et ça donne les données au contrôle et propriété des utilisateurs. Donc avec Projet Liberty,
pour nous, pour rendre un numérique plus sain et plus éthique et plus démocratique, il faut commencer avec les réseaux sociaux. Quand on utilise notre réseau social, quand on fait un like, un message, ça crée un graphe social. Nous, en pensant, si on peut avoir un graphe social qui est public, qui n'a aucun lien avec une entreprise, ça va démanteler l'économie de surveillance et ça va créer énormément d'opportunités pour les gens. Ça semble très intéressant. On a parlé ce matin de blockchain, on l'a présenté même. Comment cette technologie fait partie du projet Liberty et encore plus de la Web3 ? Oui, donc encore une fois, il ne faut pas comprendre le blockchain pour utiliser. Moi, j'utilise l'Internet tous les jours. Je n'ai aucune idée comment HTTP marche. Donc, soyez sûrs que ça va être possible pour vous aussi. Donc, le blockchain, c'est une nouvelle technologie, en fait, qui va nous permettre de faire le transfert et le partage des données sans avoir un middleman. Et ça, c'est très intéressant parce qu'un utilisateur, vous pouvez avoir autonomie et sécurité sans utiliser une plateforme. Donc, avec Projet Liberty, on avait créé un protocole qui s'appelle DSNP, Decentralized Social Network Protocol. Là, c'est basé sur un blockchain agnostique, donc ça veut dire que n'importe quelle personne peut utiliser. Et c'est là que ça va permis d'avoir plus de liberté avec l'Internet. Le DSNP, c'est un peu comme un wallet, un portefeuille. Imagine si vous avez votre passeport, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre IBAN. C'est toute votre identité digitale, c'est votre graphe social. Et donc, avec ce DSNP, ça vous donne la liberté d'utiliser avec n'importe quelle application. S'il y avait Facebook, WhatsApp et tout ça, il ne faut pas avoir les choses différentes. Et aussi, ça vous donne interoperabilité. Ça veut dire que vous pouvez communiquer entre les plateformes, entre les sites, sans problème. Un peu comme un numéro de téléphone. Et pouvoir avoir Orange, Bouygues, tout ça, on peut tous parler avec l'un l'autre. Donc, comment la DSNP, ça va marcher ? Imaginez ce DSNP, c'est un plancher, c'est une fondation. Et puis, il y a les développeurs, les entrepreneurs qui vont construire au-dessus de ça. Donc, c'est eux qui vont créer un écosystème, on peut dire, qui donne plus des opportunités pour les utilisateurs. On vraiment veut mettre le pouvoir sur le peuple et pas les plateformes. Le DSNP, c'est open source, c'est gratuit. Parce que Project Liberty, c'est un projet non-profit, parce qu'on croit vraiment dans ça pour aider et améliorer notre société et rendre plus démocratique. Super projet. Vous me disiez tout à l'heure que c'est déjà disponible sur GitLab et GitHub pour les développeurs dans la salle qui veulent aller voir. On revient un petit peu plus sur McCourt Global. C'est une multinationale qu'on connaît bien à Marseille. Mais du coup, quel est le lien avec le projet Liberty, avec la France et encore plus avec Marseille ? Oui, bien sûr. Donc, comme Franck, il a vraiment découvert la France quand il est devenu la propriétaire de l'OM. Et il ne connaît pas Marseille avant. Et quand il est arrivé, il était impressionné par cette ville, par le dynamisme, par l'innovation dans tous les genres numériques, social, éducatifs, par l'esprit entrepreneurial, le côté rebelle. Ils disent toujours en fait que Marseille, c'est la ville la plus américaine des villes en France parce qu'il y a ce côté liberté qui est assez impressionnant pour lui. Aussi, on regarde Marseille, on est au carrefour de l'Europe et l'Afrique, on a une diversité énorme, on a une vaste population jeune, donc c'est vraiment une ville-monde. Donc c'est Macron, il avait toujours dit, c'est le laboratoire. Donc en fait, pour nous, de lancer notre premier projet avec Projet Liberty, c'était vraiment le lieu parfait. Donc on avait fait un partenariat avec l'école numérique La Plateforme à Marseille, déjà qui incarne les mêmes valeurs de notre projet parce que c'est une école gratuite, inclusive et ouverte au monde comme nous. Et on avait lancé un bootcamp qui s'appelait « Imaginez les réseaux sociaux de demain » sur le Web 3. Nous, on avait dit,
si on veut imaginer ces nouveaux réseaux sociaux, on ne peut pas faire comme avant où c'est que des technologues qui mettent les idées et imposent les idées. Il faut que c'est les idées qui sont au service des communautés. Donc chaque participant, ils ont fait les interviews avec les communautés marseillaises pour demander qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui va, c'est votre rêve avec un réseau social au lieu que c'est quelque chose qui se rend dingue. Et donc il y avait 4 projets qui étaient sélectionnés. Il y avait un qui s'appelait Healing, qui était un épidémiologue, qui avait vu que les médecins, ils ont une difficulté de parler entre eux dans une façon sécure. Actuellement, les médecins, ils utilisent le WhatsApp, qui est vraiment, ça peut être piraté et c'est les informations assez sensibles. Donc avec Healing, ça utilise le Web 3, la décentralisation, pour communiquer entre les médecins et même les médecins et les patients pour leur aider avec les problèmes. Le deuxième appli, il s'appelait Food Food. Food, c'était une application pour, en fait, prendre un réseau social pour améliorer la vie réelle. Elle s'est rendue compte dans son quartier, elle ne connaissait pas ses voisins. Elle avait dit la cuisine, on tous parle la cuisine, et donc c'est une application pour échanger avec vos voisins, les recettes, les outils de la cuisine, de créer les dîners, et pour vraiment renforcer les liens de la société, et pas juste avec votre vie online. Le troisième, c'était Tricot. Ça, c'était avec une école, la première école de upcycling en France qui se trouve à Marseille. Et les étudiantes, ils avaient les difficultés de trouver les tissus et les vêtements pour le projet. Et donc, ils ont créé ce réseau et aussi avec les entreprises qui avaient les stocks qui étaient supplémentaires pour faciliter leurs liens. Et le quatrième projet, qui s'appelait Lilith, c'était avec les collageuses féministes. C'est elles qui font les collages noir et blanc qui sont partout dans la ville, qui disent les phrases très franches, très puissantes, très militantes. Et là, c'était important pour le Web 3 parce qu'il faut avoir un réseau qui est secure pour ne pas avoir le harcèlement. Aussi, on avait ajouté une partie NFT. Et le NFT, ça veut dire qu'on peut prendre les photos de leur projet, on peut vendre aux fans, aux supporters, et ça crée un modèle économique vraiment intéressant qu'ils n'avaient pas trouvé avant. C'est la plateforme. Après, on avait choisi ces 4 projets et puis on avait présenté à New York à notre conférence annuelle et ça vraiment représente les premiers cas usage de DSNP et Projet Liberty. Donc, on est hyper fiers que ça s'est trouvé à Marseille et c'est grâce à l'équipe de la plateforme qui était vraiment formidable. En la France, ce qui est important, c'est le pilier de gouvernance. Donc, MICORT Institute avait lancé pour étudier ces questions d'éthique et de gouvernance. On a 2 partenaires fondateurs. Une, c'est à Sciences Po et l'autre à Georgetown University. Et c'était vraiment important qu'on était basé en Europe et la France parce que pour nous, le projet, c'est un projet global. Et surtout, les Américains ont beaucoup à apprendre sur les Européennes par rapport à la sécurité parce que vous êtes plus forts que nous quand on regarde le Digital Services Act et tout ça. Et merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, si on veut participer et s'engager dans le projet, comment on fait ? Oui, donc c'est vrai que ce projet, c'est si énorme. On a besoin d'une grande communauté. Donc, je vous invite tous, si vous êtes intéressés, vous pouvez bien sûr me contacter. Aussi, moi, je suis basée à Marseille et vous pouvez aller à projetliberty.io pour se renseigner surtout. Ben, merci beaucoup. On a hâte d'en voir plus. Merci d'être venu pour ce beau projet. On va maintenant accueillir Élodie Césaro, vice-présidente de la French Tech, qui va faire un tête-à-tête elle aussi. Merci Sébastien. Merci. Merci beaucoup Sébastien. J'ai à présent le plaisir d'accueillir notre prochain invité pour un tête-à-tête qui nous parlera d'innovation et de territoire avec la métropole Aix-Marseille-Provence. Nous accueillons Arnaud Mercier. Toujours pas. Pourtant, celui-là, il marche. Voilà, d'accord. Bonjour. Bonjour Arnaud Mercier.
Vous êtes conseiller métropolitain délégué innovation, parcours usager, politique publique de la donnée. Merci d'être là. Alors, première question, Arnaud Mercier. La métropole est en finale du prix e-Capital. Bravo pour ça. Et merci. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce prix, les caractères différenciants qui ont fait que la métropole est aujourd'hui en finale et bien sûr les prochaines étapes, on va en savoir plus. Tout d'abord, bonjour, merci de votre invitation. Oui, vous l'avez dit, la métropole est en finale de cette capitale européenne de l'innovation. Donc déjà, et vous venez de me dire merci, mais je crois qu'on peut se dire tous merci, parce que je pense que c'est l'action collective de tout le territoire métropolitain qui nous a permis d'arriver jusqu'à ce niveau de la finale, et on l'espère prochainement de remporter ce prix de la e-Capital. Alors qu'est-ce que c'est que la e-Capital? C'est l'Europe qui souhaite mettre en avant un territoire qui en a fait un peu plus que les autres sur la période en termes d'innovation, pour mettre en avant tous les aspects de l'innovation. Forcément, il y a tout ce qui est le côté tech, mais également sur le social, le responsable. Et donc, c'est vrai que notre candidature s'est portée sur l'ensemble de ces actions. Et on l'espère, donc le 7 décembre, nous aurons la décision finale. Je sais que mon collègue Didier Parakian, qui porte le projet pour l'international, est allé défendre il y a quelques jours le dossier au niveau européen. Donc on espère. Donc c'est, encore une fois, rappeler, ce label existe depuis 2015. Ça concerne toutes les villes de plus de 250 000 habitants. Et il est doté d'un prix d'1 million d'euros pour le premier et 100 000 euros pour les deux suivants. Donc on espère forcément le remporter. Alors, il y avait quand même, juste pour vous dire, quand on se dit est-ce que c'est bien ou pas, il y avait quand même 22 candidatures. Nous étions la seule française. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en lice avec deux autres belles candidatures, parce que c'est la ville de Valence, Valencia en Espagne, et Espoo en Finlande, qui est la deuxième ville finlandaise. Voilà, deux belles candidatures également. Donc on croise les doigts et on espère que Madame la Présidente Martine Vassal et Didier Parakian iront chercher la bonne nouvelle à Bruxelles le 7 décembre et nous revenir avec ce beau prix. Voilà. Merci beaucoup. On croise les doigts et on espère qu'on remportera donc ce prix, même si finalement d'être arrivé déjà en finale face à 22 candidats, c'est déjà très beau. Donc merci. Concrètement, Arnaud Mercier, quels sont les leviers de la métropole pour aider les startups ? Ils sont assez larges, mais là encore une fois, la métropole ne peut pas agir toute seule, elle agit avec l'ensemble de ses partenaires, avec l'ensemble de l'écosystème du territoire pour accompagner les startups. En premier desquels, évidemment, il y a la région aussi, en termes de collectivité, les communes et bien évidemment tout l'ensemble de l'écosystème avec les incubateurs, nos technopoles, tout ce qui va être mis en avant justement dans le cadre du prix de l'innovation. Et donc, aujourd'hui, l'objet, c'est d'être vraiment placer la métropole au cœur de cet écosystème pour être un peu le chef d'orchestre, donner de la lisibilité, donner de la cohérence aux actions qui sont portées par le territoire. Et donc, tout ça, l'objectif, c'est vraiment d'apporter les opérateurs du territoire à s'élancer et à mieux accompagner encore, pour les années à venir, les startups du territoire. À côté de ça, il y a le financement également. La métropole a lancé, il y a maintenant quelques années, l'AMPA, le fonds d'amorçage également, où on accompagne tout ça. Et on a créé aussi le club Innov Provence, il y a depuis maintenant un peu plus d'1 an, avec les 100 acteurs. Alors, ce n'est pas limité, c'est de l'écosystème de l'innovation sur le territoire. Et donc, on travaille justement sur comment donner la lisibilité, comment travailler, renforcer. Ça a été dit tout à l'heure, notre territoire est positionné au nœud entre le continent africain et européen. À nous à renforcer encore cette position-là avec l'écosystème
et au niveau de l'innovation. Et à côté de ça, donc, il y a aussi aujourd'hui une des actions que j'essaye de porter aussi, parce que la métropole a son poids, et c'est une des questions aujourd'hui avec le poids de l'investissement, avec les difficultés que peuvent rencontrer les collectivités aujourd'hui dans le contexte économique où nous sommes là. Nous sommes un des acteurs majeurs de l'investissement sur un territoire, et forcément, par son action, la métropole doit jouer ce rôle sur les startups et sur l'innovation, et comment intégrer dans la commande publique, par son action, au maximum, aujourd'hui, comment faire intégrer cette innovation. Et là, ce rôle-là de la métropole, forcément, est majeur de par son poids économique. Et justement, et c'est pas facile. Hein, encore une fois, on parle de collectivité, on parle d'administration. Alors forcément, on n'a pas la même agilité que les startups. Mais sachez en tout cas que la présidente et moi-même et tout l'ensemble de l'exécutif métropolitain travaillons ardemment justement à pouvoir mettre en place ce lien, ces passerelles entre nous et vous. Voilà. C'est effectivement très important. Vous parliez d'innovation. Aujourd'hui, vous le savez, le thème de notre grand bain, c'est notamment le métaverse et le Web3. Quelle relation une administration publique comme la métropole entretient avec les technologies digitales? Est-ce qu'on pourra voir un jour un métaverse métropolitain? Vers un métaverse, on l'espère. En tout cas, j'espère qu'en tout cas, dans nos métiers, vous savez, nous avons de nombreux métiers dans une collectivité. On a ce qu'on appelle les compétences. Aujourd'hui, peut-être que vous entendez dans la presse. Donc forcément, le champ de nos actions est assez large. Et donc, forcément, la technologie doit rentrer dans notre action, ce qui est déjà le cas. Je vous invite, d'ailleurs, nous avons un beau stand juste à côté, où vous pouvez voir justement les outils mis en place par la métropole au travers de la Smart Cities. De toute façon, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre donnée, hein, les collectivités, la métropole crée énormément de données, utilise énormément de données, récolte énormément de données. Donc aujourd'hui, un des gros travaux va être comment gérer cette donnée. On a déjà créé la charte de la donnée au niveau de la métropolitaine, hein, qui a été votée de ça il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est comment mettre les outils, comment accompagner tout ça sur notre métropole. Donc, juste à côté, donc ça a commencé, vous avez mis à disposition la plateforme de la donnée M-Data, qui est accessible à tous. Là, on est sur de l'open data avec une ouverture de la donnée métropolitaine et d'autres acteurs sur lesquels nous collectons, mis à disposition du public. Et pour ça, nous avons des outils de visualisation, d'études, d'analyse. Et je vous invite là également à voir à côté. C'est notre jumeau numérique, qui est vraiment un outil extraordinaire qui nous permet de visualiser justement cette donnée géographique de la meilleure manière qui soit et nous permettre de faire des scénarios, des études d'impact de nos politiques publiques dans l'objectif. J'ai parlé tout à l'heure du côté financier, mais aujourd'hui nous devons maîtriser, et le côté responsable, maîtriser l'ensemble de nos ressources. Et on peut espérer que ces outils numériques nous permettent d'aller protéger nos ressources de par la connaissance plus précise du travail dans nos politiques publiques. On le voit dans l'optimisation des collègues, dans l'optimisation des transports, dans l'optimisation de la prise en compte des risques aussi dans toutes nos politiques publiques. Forcément, on fait attention au jeu. On l'a vu dernièrement pour certaines parties du territoire avec les inondations qu'on a pu connaître la semaine dernière. Voilà, et ça c'est pour anticiper tout ça ou mettre les moyens humains et financiers au plus proche pour répondre aux politiques publiques portées par la métropole. Merci. J'invite d'ailleurs les spectateurs à se rendre sur le stand de la métropole pour découvrir ce parcours innovation très inspirant. Merci beaucoup Arnaud Mercier pour cet entretien et pour votre présence au Grand Bain parmi nous. Nous sommes ravis. Et on retourne dans le Web 3 avec Madines, Pierre 16. Et je vous invite à nous rejoindre pour nous présenter la prochaine table ronde. Merci Arnaud Mercier. Merci. Bien, bonjour Elodie, merci à vous, merci également à Arnaud. Immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 10 novembre. Je salue celles et ceux qui sont dans la salle et celles et ceux qui nous suivront en stream pour cette seconde table ronde. On va aujourd'hui parler de Web3. Le Web3 rime-t-il avec sobriété? C'est la question que justement nous allons poser à nos trois intervenants. J'invite à me rejoindre sur scène sous vos applaudissements Odile Perraudin-Juillard, Yanis Bala et Arnaud Guéguin.
Merci à tous les trois. Vous pouvez vous installer ici sur ces sièges. Odile Perraudin-Juillard, Senior Managing Consultant de distribution et blockchain pour IBM. Bonjour. Bonjour. Yanis Bala, cofondateur de Cardashift. Bonjour. Bonjour. Et Arnaud Guéguin, collaborateur au Shift Project pour la verticale numérique. Bonjour également. Il n'a pas de micro, on va peut-être pour m'entendre le son de sa voix. Bonjour, Voilà. oui, c'est ça, merci. Tous les trois, vous êtes invités pour justement traiter le sujet du Web3, rime-t-il, avec sobriété. Un petit rappel peut-être, puisque dans les années 2010, il y a le monde de l'Internet et notamment ceux et seuls issus de la culture open source qui ne veulent plus être infodés aux géants du World Wide Web et qui, du coup, commencent à émettre une idée, celle d'un web décentralisé, sur la base de cette technologie blockchain que vous connaissez toutes et tous et qui permet de décentraliser la donnée de manière sécurisée. Les services Web3 sont gouvernés par les utilisateurs eux-mêmes. Alors, la promesse du Web3, elle est certaine, mais il ne faut pas éluder quelques critères, celui peut-être de la responsabilité et de la sobriété. Parlons de ces chiffres-là, puisque le numérique est gourmand, aussi impalpable soit-il, gourmand en énergie, avec des consommations chaque année en constante augmentation, plus 9%. Le numérique représente au niveau mondial 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre qui pourrait être augmenté par 2 d'ici 2025. Ces chiffres-là, on va aussi naturellement les mettre en perspective avec d'autres secteurs d'activité, celui de la production de l'électricité qui représente 41% des émissions de gaz à effet de serre, le transport, 24% de rejet de CO2, 19% pour l'industrie et la construction, 6% pour le résidentiel et 4% pour les autres secteurs tertiaires. Voilà, on a planté le décor, on a quelques chiffres bien sûr, et maintenant nous allons présenter les problématiques. Le numérique représente, on l'a vu, une source incroyable de tout point de vue. Quelle est cette promesse du grand Web 3? Vous allez nous le dire. Le numérique sera-t-il capable de répondre aux grands enjeux environnement? Là aussi, vous allez y répondre. Le Web 3, finalement, rime-t-il avec sobriété? On va commencer avec vous, Odile, puisque vous travaillez sur la blockchain Hyperledger, qui est une blockchain en open source développée par la fondation Linux. Elle est développée en 2015 et finalement... cette blockchain, en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui s'y sont positionnés, dont vous, dont Cisco, dont Verizon, dont Accenture, bref, des grands noms. On va peut-être déjà, dans un premier temps, avec vous, parler des cas d'usage. Quels sont les cas d'usage que vous avez développés sur cette blockchain avec IBM? Tout à fait. Donc en fait, on a développé deux grandes catégories de cas d'usage autour de la blockchain. Le premier, en fait, c'est autour de la transparence, du transfert des documents et de la sécurisation. Donc je vais illustrer ça avec quelques exemples. Sur la traçabilité alimentaire, ce que l'on a fait, c'est par exemple avec Carrefour, on a digitalisé et permis au consommateur final d'accéder au parcours de ces produits sur une soixantaine de produits, ce qui représente à peu près 1000 EAN dans un magasin. Autre exemple, on a travaillé aussi sur de la digitalisation du document dans le cadre du transport, avec une autre initiative qui s'appelle TradeLens. Et là, on a travaillé par exemple avec CMA. Et l'objectif, c'est de pouvoir digitaliser le transfert d'un container, par exemple, entre le Kenya et Rotterdam. On s'aperçoit que quand on fait ça, on va mobiliser une cinquantaine d'acteurs et une centaine d'interactions ou de documents. Donc, ce qui veut dire que ce sont des documents papier avec énormément d'emails, énormément de passages de coups de fil qui, du coup, vont pouvoir être tous digitalisés et facilités grâce à la blockchain. Troisième exemple sur la partie transparence, c'est de la traçabilité de transactions financières et c'est le travail que l'on fait en ce moment sur les CBDC avec la Banque de France. Deuxième catégorie de cas d'usage, donc ça c'était le premier catégorie sur la partie transparence, sécurisation des documents et numérisation des documents. Le deuxième type de cas d'usage que l'on a, c'est autour du travail qu'on fait avec des entités gouvernementales, plus sur la partie notarisation de l'information. Donc la blockchain, comme vous le savez, c'est à la fois la création d'un réseau, mais c'est aussi de la notarisation et de la sécurisation des informations stockées sur la blockchain. Et là, on travaille avec deux entités gouvernementales. D'une part, on travaille avec alors on appelle ça maintenant des commissaires de justice, mais en fait, c'est la fusion des huissiers et des commissaires-priseurs.
Et en fait, on travaille avec eux sur la notarisation des droits d'auteur, en fait. Et donc, quand on veut déposer une œuvre, par exemple, on la met derrière sur la blockchain. Deuxième entité, en fait, où on utilise ce côté notarisation de la blockchain, c'est avec les greffiers des chambres de commerce, où quand on crée une entreprise, on doit la notariser à un moment donné, et quand on transfère cette entreprise dans une autre chambre, avant c'était fait sous format papier, et donc avec des échanges papier. Donc là, en fait, on met tout ça sur une blockchain, et tous les transferts sont désormais faits les transferts de chambres sont faits sur la blockchain. Donc en résumé, on a deux grandes catégories de cas d'usage. Le premier, c'est la transparence, la sécurité, et le transfert des documents. Et le deuxième, c'est plus sur le côté notarisation des informations. Si on convoque la famille des entreprises au sens très large, pourquoi une entreprise? Et je ne pense pas notamment qu'aux grandes, mais aussi aux petites. Quel est l'intérêt pour une petite entreprise, une très petite entreprise, une TPE par exemple, de s'intéresser à cette technologie, à la blockchain? Tout à fait. Donc en fait, il y a deux utilités. La première, c'est l'efficacité opérationnelle. En fait, je vous parlais par exemple de TradeLens avec le nombre de documents papier qu'il y avait. Le fait de mettre tout sur la blockchain, ça va permettre de faciliter, d'être beaucoup plus efficace en fait en termes d'entreprise, puisqu'on n'aura pas 50 papiers à imprimer, on n'aura pas 50 coups de fil à passer pour avoir une information qui en plus n'est pas forcément juste parce qu'elle aura changé entre-temps. On va également aussi, tout ça on va le faire quand même, donc on va fluidifier en fait le transfert d'informations entre les acteurs. Et pourquoi une petite entreprise aussi peut le faire? C'est parce que même une petite entreprise, malgré le fait qu'elle adhère à un réseau où il y a des grandes entreprises, elle garde le contrôle sur sa donnée. C'est-à-dire qu'en fait, dans le type de solution que nous mettons en place, elle va garder le pouvoir de dire j'ai 15 informations, je vais mettre les 15 sur la blockchain, mais je décide, alors Pierre, désolé, mais vous, non, vous n'aurez qu'une information sur les 15, parce que j'ai décidé qu'il n'y a qu'une seule information que je partage avec vous, et les 14 autres, eh ben, je vais les garder pour moi en interne. D'accord, le système de gouvernance. Exactement, décentralisé. Yanis, parlons de votre projet Cardashift qui il y a tout juste un an. Et quel projet, puisqu'en un an, il se sont passés beaucoup de choses. C'est la ferme volonté de proposer un projet à impact dans l'univers du Web3. Le résultat est le suivant, puisque vous avez réussi à lever 8 millions d'euros avec 6 000 investisseurs. Donc il a fallu bien sûr convaincre. Qu'est-ce que Cardashift? Parlez-nous un petit peu de cette aventure qui vous a conduit aussi à nous présenter un petit peu ce cas qui est le vôtre. Merci pour l'intro tout d'abord. Cardashift, très rapidement, c'était une ambition il y a un an, quand l'écosystème Web3 n'était pas du tout porté sur ces sujets à impact, de se dire on a une révolution technologique qui arrive, je dirais même technologique et communautaire, avec des nouveaux mécanismes d'engagement, des communautés qui étaient très actives et très engagées. Et on s'est dit comment on transforme cet engagement et ce potentiel technologique au service du bien commun et au service de projets à impact environnementaux et sociaux. Et donc c'est sur cette promesse-là en fait qu'on a été s'adresser aux communautés dans un premier temps, qu'on a donc fait ce qu'on appelle une ICO dans l'univers blockchain auprès de 6 000 investisseurs. Aujourd'hui, on a monté la communauté à peu près 12 000 membres. Et dans un second temps, ce qu'on a été faire, on a été chercher des projets à impact. Donc pas du tout des projets blockchain au départ, donc sur la voiture électrique, la microfinance, le réemploi de contenants, etc. Et on a été voir qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter grâce aux mécanismes d'engagement Web3 et grâce à notre communauté. Et donc aujourd'hui, on développe cet écosystème et avec en premier lieu notre place de marché où on permet à des entreprises à impact de lancer leur collection de NFT pour pouvoir fédérer des communautés autour de leurs projets et créer de nouveaux business models impact autour de ce qu'elles font. Alors donnez-nous peut-être un exemple justement pour qu'on puisse un petit peu saisir, puisque 2 projets ont déjà été lancés et financés, c'est cela? Ouais, alors je vais vous donner l'exemple le plus parlant qui est avec l'entreprise Pixo. Donc on lance la première collection début février avec eux. Et donc Pixo est en fait une entreprise qui s'occupe des contenants réutilisables chez McDonald's, chez Sodexo, Sushi Shop. Et donc en fait, sur ce genre de projet impact, et c'est assez généralisable en fait sur beaucoup de projets, le gros enjeu, au-delà de l'aspect tech, est comment je fais un switch des comportements. En fait, comment j'incite les gens à se préoccuper de ce genre de sujet et avoir envie de ramener leurs contenants. Nous, ce qu'on a développé avec eux, c'est une solution où en fait 50 contenants, quand ils les déploient par exemple chez McDonald's, sont associés à un NFT. Et donc en fait, les investisseurs achètent via le NFT 50 contenants. Et donc du coup, dès que les contenants font des cycles,
C'est-à-dire que le contenant, il est chez McDo, hop, il va au point de collecte, il va au centre de lavage et il revient. L'investisseur récupère une partie du revenu associé à ce cycle. Et donc on a un lien direct entre la création d'impact, l'engagement de l'investisseur et donc l'engagement de la communauté. Et aussi on a un lien très fort sur le business model de Pixo qui a intérêt à aller vers des contenants qui soient plus durables dans le temps et pas à déployer des contenants qui vont durer 3 jours, quoi. Et c'est le switch qu'on essaye d'opérer sur ces deux éléments-là avec ce type de projet. Arnaud, je me tourne vers vous pour Shift Project, association française créée en 2010 qui s'intéresse à l'impact. Vous, notamment, je cite, Shift Project a pour objectif d'œuvrer en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone, donc lutter contre le réchauffement climatique, c'est réduire naturellement ces émissions de gaz à effet de serre. Et vous vous attaquez à tous les secteurs. Pour cela, transport, industrie, énergie, numérique. Vous éditez des rapports annuels basés sur les travaux de la communauté scientifique. Quels sont les grands chiffres à retenir, en plus des chiffres que j'ai peut-être donnés au niveau mondial, sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui ? Les chiffres, oui, tu les as donnés déjà. Pour compléter. Ce qu'on peut compléter, je pense qu'il y a... C'est pas un super micro, ça. L'idée étant, parce que c'est vrai que justement, c'était parce que dans mon introduction, je disais qu'effectivement le numérique c'était 4% par rapport à d'autres. Est-ce que justement on peut nuancer l'impact carbone du numérique par rapport aux autres secteurs? C'est finalement ça l'objectif de ma question. Sur les chiffres annoncés au départ, effectivement, c'est à peu près les bons ordres de grandeur. Il y a juste un oubli, c'est tout ce qui est impact sur les sols, donc déforestation et agriculture, qui compte quand même pour une vingtaine de pourcents. Donc ça c'est assez important. Et l'électricité, tu l'as dit, 25%. Ça, c'est au niveau mondial. Effectivement, quand on regarde après, pays par pays, c'est pas la même chose. En France, on a une électricité qui est fortement décarbonée. Donc, au niveau français, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur pour l'électricité. Donc, ça, c'est juste pour compléter ce que tu disais en intro. Après, sur le numérique, effectivement, aujourd'hui, le numérique, on est à environ 4% du total des gaz à effet de serre dans le monde. Ce qui est un chiffre relativement, on va dire, raisonnable. Donc là, c'est un jugement de valeur, mais c'est pas le plus gros chiffre. Alors, ce qui importe, le numérique, c'est difficile parce que c'est pas un secteur à part entière. Parce qu'on trouve du numérique finalement un peu partout dans tous les secteurs. Mais on a réussi à l'isoler en regardant l'empreinte des data centers, des réseaux, des terminaux qu'on construit et qu'on alimente en électricité. Donc effectivement, c'est 4%, mais ce qui est important de voir sur le numérique, c'est pas tant ces 4%, c'est la dynamique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si aujourd'hui on se dit que 4%, c'est pas énorme, c'est peut-être pas le problème fondamental. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faudrait pas que demain, ça devienne un problème fondamental. Parce que les dynamiques qu'on voit à l'œuvre sont des dynamiques d'hypercroissance. Tu l'as dit, hein, on a constaté un plus 6% de croissance par an. Et on va sûrement aller sur des plus 7, plus 9 si entre guillemets, on continue comme ça. Ce qui donnerait quand même un doublement d'ici 2030 et si on continue avant 2040, ce serait 15%, c'est-à-dire l'impact des transports. Donc ce qu'on n'aimerait pas, c'est que ça devienne un problème comme le problème des transports. Donc ce qui est important dans la dynamique, c'est pas tant la vision statique, c'est les dynamiques sous-jacentes qu'on voit apparaître. Donc les dynamiques à la fois au sein du numérique, c'est-à-dire que le numérique amène du numérique. On a ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive. Hein. C'est-à-dire que quand je crée un service quelque part, eh bien, ça en crée un autre ailleurs qui lui-même en crée un autre. Donc, je prenais l'exemple dans la conférence, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais la 4K va amener, les écrans 4K va amener des contenus 4K stockés sur du 4K, qui lui-même va amener des réseaux en 5G. Enfin, voilà, donc on a toute cette boucle qui, un nouveau service donne des nouvelles infras, la capacité des infras donne des nouveaux services. Donc on a des exponentielles comme ça qui sont très importantes et qui sont très inquiétantes. Et puis il y a l'autre aspect, c'est-à-dire le numérique vis-à-vis des autres secteurs. En fait, est-ce que le numérique va décarboner les autres secteurs ou pas? Et on se rend compte qu'il y a des effets plutôt négatifs. Alors il y a quelques effets positifs, mais c'est compliqué à analyser parce que les chiffres ne montrent rien de probant. Mais on a déjà analysé des chiffres plutôt qui vont à l'inverse de la décarbonation. Hein. Il y a le problème des métaux, c'est-à-dire que le numérique est un grand consommateur de métal, mais on en a besoin aussi pour les ENR. Donc à un moment, vu que d'ici 2030, ça va être tendu entre numérique et ENR, il va peut-être falloir choisir. Donc ça, c'est un exemple. Et puis il y a le problème de l'optimisation et des effets rebonds. Alors les effets rebonds, c'est j'optimise quelque chose par exemple le numérique, donc ça devient moins cher, donc je consomme plus. Je donnais l'exemple tout à l'heure en sortant de conférence
de l'aviation. Alors pourquoi l'aviation? Parce que l'aviation, c'est le même ordre de grandeur que le numérique. On est à peu près à 2 et quelques %. Avec les traînées blanches, on serait à peu près à 5. Il faut savoir que le numérique et l'aviation sont les 2 seuls secteurs qui ont des croissances exponentielles. Le reste est à peu près plein. Le numérique, s'il optimise le nombre de réservations dans un avion, on peut se dire qu'a priori c'est bon, parce qu'on aura plus de gens par avion, donc moins de CO2 par passager. Mais si je fais ça, j'optimise finalement le coût du trajet, donc c'est moins cher. C'est moins cher pour l'opérateur, pour nous, donc je voyage plus. C'est ça qu'on appelle l'effet rebond. Et c'est ces effets-là qui sont très néfastes avec le numérique et les restes des verticales. Yanis, Odile, parlons du numérique, peut-il être une solution à la décarbonation justement de l'économie? C'est la question que vous posez, très générale, mais pour peut-être aussi compléter ce point de vue que Arnaud nous a partagé. Oui, Odile. Oui. Donc en fait, effectivement, alors, la blockchain et les solutions autour de la blockchain permettent d'améliorer le développement durable. Donc par exemple, nous on a des initiatives avec une société qui s'appelle Trace, qui en fait permet de faciliter le tracé du recyclage des déchets dans le BTP par exemple. Donc en fait, les déchets dans le BTP, quand on fait une excavation, la terre en question elle est souillée et on ne peut pas la mettre n'importe où. Et en fait, pour la mettre dans une décharge, on a besoin d'un certificat. Ça, c'est la loi qui le demande. Sauf qu'en fait, ces certificats, si j'en reviens à mon histoire tout à l'heure de cargo, c'est du papier et on n'a pas la preuve que ça a bien été mis dans une bonne déchetterie, un bon endroit officiel. Du coup, nous, on travaille avec la société Trace pour pouvoir mettre tout ça sur une blockchain, pour pouvoir avoir toujours auprès des pouvoirs, que ce soit les pouvoirs publics ou les sociétés opératrices de transport des déchets, de pouvoir montrer patte blanche en disant moi, je mets ça sur une blockchain, c'est certifié, c'est notarisé, et vous pouvez accéder à ces informations. Autre exemple que l'on Donc la solution de cette blockchain-là est plus efficiente que finalement si on avait papier, mis de côté, voilà, c'est ça. Exactement, c'est plus efficace que du papier d'abord parce que c'est plus efficace et aussi ça contribue en fait à appliquer la loi. Et la demande du développement. Une vraie solution. C'est une vraie solution pour appliquer la loi. Autre solution aussi, c'est sur la distribution d'énergie propre. On travaille avec TenneT en fait dans les pays nordiques. Donc TenneT, c'est une société qui va utiliser des bornes électriques et qui va prendre quand votre voiture en fait est dans une borne électrique, en fait la consommation quand il y a de l'électricité en trop, on va pouvoir utiliser la batterie de votre voiture comme étant une énergie de stockage si vous voulez. Et en fait nous on va pouvoir aider à faire ce qu'on appelle du load balancing, c'est-à-dire justement ce mécanisme qui dit je produis trop d'électricité qui est perdue parce qu'on ne sait pas trop stocker l'électricité pour le rediriger derrière sur une voiture. Et en fait, ça, pareil, ça contribue au développement durable en fluidifiant ces effets de crête qui peut y avoir, de pic de production et non pas de consommation. Et tout ça, on le met sur une blockchain pour faciliter, en fait, pour lisser ces différentes crêtes. Donc, c'est un autre exemple d'utilisation de solutions de blockchain pour contribuer au développement durable. Donc, même question que la précédente solution. Donc, le ratio entre l'énergie nécessaire pour produire cette solution versus le résultat final, du coup, il est efficient. Oui, parce qu'en fait, quelqu'un qui produit trop d'électricité, on ne peut pas la stocker. Donc, c'est de la perte pure. Donc, en fait, le pouvoir de réutiliser cette crête de production et de les remettre dans des batteries de voitures, de facto, c'est bon pour la planète. Et en plus, c'est notarisé sur une blockchain pour permettre tous les systèmes de facturation. Yanis, même question que je pose à Odile. Oui, je ne vais pas revenir du coup sur les sujets de transparence et notamment de traçabilité qu'offre la blockchain. Je pense qu'en fait, le sujet, je vais parler plus blockchain que numérique, mais le sujet de est-ce que ça peut être une solution, ça me paraît très ambitieux. Moi, je le vois plutôt comme un outil. Et en fait, comme toute technologie, c'est un outil qui peut être utilisé de manière efficace ou alors de manière néfaste. Aujourd'hui, le gros enabler que je vois autour de la blockchain, au-delà de l'aspect tech et de traçabilité, c'est la notion d'engagement et de responsabilisation des différents acteurs que ça peut permettre. Et je pense que sur ça, il y a vraiment une capacité d'utiliser cette tech dans le bon sens. Et encore une fois, ça dépendra des acteurs qui s'en saisiront. Mais sur ce sujet-là, c'est là où je vois la principale révolution, où en fait, j'ai pris l'exemple de Pixope, mais il y a plein d'autres projets qui se sont lancés autres que le nôtre autour de ça. Les grandes entreprises se sont beaucoup saisies du NFT, par exemple, comme outil d'engagement. Si demain, en fait, cet outil de propriété, on arrive à s'en servir pour engager des communautés autour de business models à impact,
autour d'associations, etc., je pense qu'on peut assister à un grand shift. Mais le numérique, en tout cas la blockchain, sera beaucoup plus un outil qu'une solution en soi sur la décarbonation. Parce que si on doit la faire courte, en fait, on n'est plus face à une espèce d'administration centrale, c'est finalement de gré à gré une désintermédiation des acteurs. Est-ce que là aussi, on n'est pas toujours dans la promesse? Est-ce que finalement, c'est plutôt une étape en fait, du web? Est-ce qu'on n'est pas non plus dans la surpromesse? Est-ce que c'est tout simplement pas une étape supplémentaire? En quoi justement votre projet à vous en fait, n'aurait-il pas fonctionné dans le Web 2? C'est la question que je vous pose, Yadis. En fait, quelle est la différence entre ce projet-là qui finalement existe dans le Web 3, mais pourquoi n'aurait-il pas finalement existé dans le Web 2? Il y a deux raisons principales. Je pense qu'on aurait pu faire une version, en toute honnêteté, dans le Web 2. Le premier point, c'est la notion d'engagement et les mécanismes d'engagement en fait, que ça permet de faire. Et je pense que cette notion de propriété, elle est très forte. On a du mal à s'en saisir. Je donne souvent un exemple très parlant. Donc nous, on a une communauté d'à peu près 12 000 personnes. On a des gens dans notre communauté, par exemple, qui travaillent activement à la réussite de notre projet sans être salariés. Et tout simplement parce qu'ils ont le token de notre projet. Et en fait, cette notion de faire partie du club, entre guillemets. Et ça, c'est hyper fort. Enfin, je vais vous donner deux exemples. On a quelqu'un qui a été nous traduire. Donc, en fait, on avait fait un livre blanc pour expliquer notre positionnement qui faisait à peu près 80 pages. On a une personne qui, sur un week-end, l'a traduit de l'anglais vers le français, sans qu'on demande quoi que ce soit. De la même manière, il y a quelqu'un qui a été chercher Mike Horn comme ambassadeur du projet. Enfin, c'est un exemple un peu marrant, mais... Et du coup, si on utilise ce pouvoir et ce potentiel-là de dire, en fait, j'ai un token de ce projet-là, j'ai un NFT de ce projet-là, je fais partie de cette communauté à bon escient, je pense que le potentiel est énorme. Donc ça, c'est la première, pour moi, révolution de cette techno. La deuxième que je trouve très intéressante sur la blockchain, c'est sur la transformation des business models. Donc je l'ai un peu évoqué avec Pixo, mais cette notion de propriété fait que, par exemple, et le monde de l'art s'en est beaucoup saisi, quand un NFT est revendu, une partie des royalties repart au créateur. Et en fait, je prends souvent l'exemple de Decathlon, parce qu'ils sont aussi en train d'essayer de lancer ce type de modèle sur leurs produits de recyclage. De cette manière-là, on peut arriver à ce que demain, l'entreprise, son intérêt, ce soit pas vendre un produit qui va avoir une date de vie très limitée, parce que son intérêt, ça va être vendre un maximum de produits, mais que son intérêt, ce soit de vendre un produit qui dure dans le temps, qui puisse être rééchangé un nombre de fois assez important, parce que l'entreprise va prendre du revenu sur les échanges. Et en fait, là, on change de paradigme. Et on avait écrit un papier sur ces Sustainable Business Models sur cette manière-là. Et je pense que c'est la deuxième grande révolution que ça peut amener, en tout cas, sur ce type de projet. Odile, on parlait des avantages pour les entreprises d'avoir recours aux technologies du Web3. Parlons aussi des avantages pour les consommateurs. Quels seront finalement les changements palpables? On parlait de transparence, d'immuabilité. En gros, ça va changer quoi pour celles et ceux qui ont une méconnaissance absolue de cette technologie-là? Un Français sur 3 connaît la technologie de métavers. Je n'imagine même pas pour le Web3, je n'ai pas de chiffres, mais j'imagine que c'est des préoccupations complètement éloignées, on peut le comprendre, de ceux et celles qui composent la société civile. En gros, quel est le changement au quotidien concret pour le consommateur? Donc en fait, pour le consommateur, il va avoir accès à plus d'informations, par exemple. Si je reprends l'exemple de Carrefour avec la traçabilité, il va être capable, alors en ce moment je suis très saumon, donc n'hésitez pas à acheter du saumon filière qualité Carrefour. Voilà, il y a un jeu concours. Et en fait, il va être capable de voir, à partir du moment où il a son produit, d'où vient le produit. Donc de voir la ferme, de voir la personne qui a élevé son saumon. Donc en fait, il y a un côté humanisation. Et à l'inverse, pour la société, donc on a aussi du Chavignol, par exemple. Alors un Chavignol avec un monsieur qui a des chèvres et tout. Enfin, je veux dire, c'est une toute petite exploitation. Et en fait, lui, ça va lui permettre d'avoir une visibilité en fait du consommateur. Donc il va avoir un intérêt à avoir un bon comportement, parce que derrière, le consommateur va voir ce qu'il leur a mis à l'intérieur de la blockchain. Et donc, ça va l'inciter à faire encore mieux son travail et à pouvoir mettre en avant son travail. Donc, des petites sociétés, par exemple, grâce à ce type de technologie, vont pouvoir avoir une visibilité qu'auparavant, ils n'avaient pas au sein d'un groupe comme Carrefour, par exemple. Voilà. Et après, évidemment aussi, ça va permettre de limiter l'usage des tiers de confiance, puisqu'en fait, une fois
qu'on est dans la blockchain, chaque acteur rentre ses informations dans la blockchain, et comme on est capable de voir d'où vient l'information, il y a une incitation à un bon comportement en termes de données que l'on va mettre à l'intérieur de la blockchain par chacun des acteurs, puisqu'en fait, on va savoir d'où viennent les informations s'il y a une erreur. Donc il y a une responsabilisation de chacun des acteurs de la chaîne, et donc une incitation au bon comportement, et donc limitation, en fait, la nécessité de tiers de confiance. Arnaud, l'organisation, la transition énergétique passe-t-il par ce mode de décentralisation, finalement, de la donnée? Est-ce que c'est ça qui permettra et qui accompagnera, en partie, c'est pas ça qui va du jour au lendemain changer la chose, mais en tout cas, est-ce que ça permettra d'être en moyen de mettre un petit peu les cartes sur table? On pense au niveau mondial, bien sûr, entre les pays. Pour répondre à cette question, il faut déjà bien avoir en tête de l'ampleur des baisses qu'il faut engager pour rester en dessous de 2 degrés, c'est-à-dire un monde à peu près vivable. C'est-à-dire qu'il va falloir diviser les émissions de CO2 par 5. Ça veut dire que tous les ans, il faut faire moins 5% d'émissions de CO2. Moins 5%, puis moins 10, puis moins 15. Donc pour vous donner une idée de l'ampleur, moins 5%, c'est un confinement de Covid en fait. Quand on a eu le Covid, on a baissé les émissions mondiales de 5 à 6%. Donc si je fais un parallèle, s'il faut un Covid, puis 2 Covid, puis 3 Covid, puisque c'est moins 5%. Donc on est quand même dans un changement radical, et il faut des solutions à impact très 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 fort. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut comprendre. Deuxième élément, c'est que dans la plupart des cas, on parlait des verticales, transport, logement, etc. On se rend compte que les vrais changements qui ont de l'impact, c'est des changements qui ne sont pas forcément liés au numérique. Je vais vous donner des exemples. Si vous avez une passoire thermique, parce qu'en ce moment c'est dont on parle beaucoup, vous n'allez pas faire du smart heating chez vous, vous allez isoler d'abord. Et puis peut-être, après l'isoler, vous allez peut-être gagner 1 ou 2% parce que vous faites du smart heating. Pareil avec les lumières. En fait, la grande avancée des gains énergétiques, c'est qu'on est passé au LED. Donc une fois qu'on est passé au LED, on peut aller chercher peut-être avec du smart lighting, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y avait un cas qu'on a développé au Shift, aller chercher encore ces pouillèmes. Donc en fait, déjà le numérique en tant que tel, souvent c'est la couche d'optimisation, c'est pas la couche radicale. Donc ça, faut comprendre les ordres de grandeur. Et alors sur la transition énergétique pure et dure, quelque part, il y a 2 piliers. Il y a le pilier électrification et décarbonisation de cette électricité, c'est-à-dire comment on va passer à des usages plus électriques, mais avec une électricité plus verte, entre guillemets. Et il y a le pilier sobriété. Donc sur le premier pilier, en fait, la stratégie, globalement, c'est les ENR, les éoliennes, etc. C'est le mix énergétique qui doit évoluer, qui doit être plus vert. Exactement. Donc, renouvelable. Là-dessus, peut-être pour faire écho au cas où vous présentiez, il y a un rapport de la Commission européenne qui se projette à 2050 et qui se dit en 2050, voilà la structure du système énergétique européen tel qu'il pourrait être. Donc c'est quand même une structure relativement centralisée, parce que voilà. Et puis il y a quand même du peer-to. Il y aurait peut-être une adoption, un peu, je crois qu'on parle un peu de la même chose, de peer-to-peer trading entre moi et vous, entre ma centrale et votre voiture, etc., qui serait estimé à peu près à 2% du marché de l'énergie électrique à 2050. Donc ça, c'est pour donner une ordre de grandeur. Effectivement, donc sur ces 2%, peut-être que la blockchain va aider, mais ça reste, c'est quand même bon à prendre quelque part, mais ça reste une petite part. Mineur par rapport. Et après, l'autre pilier, parce que c'est le thème de la conférence, c'est la sobriété. La sobriété, en fait, dans tous les scénarios bas carbone, dont celui de Négawatt, dit on n'y arrivera pas sans baisser de 30% notre consommation par la sobriété. Et j'insiste, c'est sobriété, c'est pas de l'optimisation. L'optimisation, c'est j'optimise mes centrales, etc. Donc ça, c'est pour 20%. 30%, c'est de la sobriété, c'est du renoncement. C'est vraiment, Vous parlez d'optimisation, c'est qu'on a beau construire des équipements moins énergivores, ça ne changera pas la donne. C'est ça, en gros, c'est renoncer à la consommation. C'est-à-dire que dans les scénarios bas carbone, on décarbone, on a une optimisation énergétique de 20%, mais en plus, il faut se passer de 30% de l'énergie
qu'on utilise aujourd'hui. Donc il va bien falloir faire quelque part des choix hein, dans tous les secteurs, enfin, y compris d'ailleurs le numérique. On va peut-être à un moment se poser la question. Et sur ce domaine-là, je sais pas, j'ai pas d'avis forcément sur ce que pourrait apporter le Web3. Enfin, si les communautés peuvent aider à ça. Justement, ça va faire le lien avec le second projet Impact, Yadis, que vous êtes en train de mettre en place, si je ne m'abuse. C'est ça, c'est des solutions d'hébergement que vous mettez en place. Et là aussi, vous mobilisez votre communauté. Vous pouvez nous en dire plus, peut-être ? Oui, ouais, c'est un projet qu'on travaille avec l'association Singa, donc d'accueil des réfugiés. Et en fait, parce que les premiers projets qu'on a lancés, on travaillait beaucoup autour de la notion de business model. Et donc, du coup, on avait beaucoup de projets sur ce qu'on appelait économie circulaire, même si ça ne correspond pas réellement à l'économie circulaire. Donc, par exemple, on a le deuxième projet après les contenants, c'est autour de la voiture électrique. Et donc, du coup, d'engagement de communauté autour de la réparation de véhicules électriques. Et là, en fait, on a envie d'aller sur des sujets beaucoup plus philanthropiques et où il n'y a pas de notion de revenu sharing, en fait, et pas de notion de flux financier. Notamment dans l'accueil des réfugiés, ce sera pas forcément souhaitable. Et on est en train de travailler actuellement avec eux sur comment on peut créer plus d'engagement de communautés qui ne peuvent pas être des accueillants, parce que c'est un des gros sujets aujourd'hui, pour pouvoir financer et soutenir ce type d'initiative, et avant tout localement, parce que les enjeux sont très souvent locaux, ville par ville, et donc permettre à une association comme Singa, qui aujourd'hui arrive à faire de l'hébergement sur 7 villes, peut-être demain d'être présente dans 2 fois plus de villes en France, ou même d'aller au plus près du terrain, former d'autres ONG, que ce soit, donc là actuellement avec la crise ukrainienne, c'est beaucoup Moldavie, Roumanie, et donc c'est un des gros sujets qu'on est en train de travailler avec le cofondateur. Et ce serait quoi, des jetons solidaires que l'on finance, que l'on achète et puis qui ouais, alors derrière là on retouche à un autre aspect du NFT qui est intéressant, c'est en fait on a choisi le NFT plutôt que le token parce qu'on peut associer donc token qui est fongible, donc c'est la pièce de 2 €, un token égale un autre token. Non-fungible token, donc NFT, c'est la Joconde. C'est-à-dire mon NFT n'est pas le même que celui d'Arnaud, par exemple. Et donc avec ce mécanisme-là, on crée un peu plus d'engagement et on peut aussi associer plus de partenaires. Et plus de valeur. Et plus de valeur. Et donc ce qu'on fait en fait sur un projet comme Singa, c'est qu'on va aller chercher par exemple des artistes, parce que le NFT est aussi un élément visuel, donc il y a toute une valeur artistique qu'on peut aller y associer. Et on va chercher des partenaires qui peuvent être des artistes, qui demain peuvent être aussi des entreprises, qui peuvent s'associer à ce projet en question, où il y a déjà une preuve d'impact qui est émise, qui est, voilà, on a réussi l'hébergement de tant de personnes sur tant de nuits, et on a besoin de scaler cette promesse-là. Et en fait, c'est beaucoup plus facile d'avoir un deal coopératif sur un projet qui a déjà marché et qui est un projet particulier, qui est l'hébergement dans telle ville, qu'avoir un deal coopératif au niveau de l'association. Où là, en fait, les gens vont être plus réticents parfois à engager leur nom, à engager leur responsabilité, parce qu'ils disent j'ai pas envie de m'engager au niveau de l'association, parce qu'on sait jamais, il peut y avoir un scandale, etc. Enfin, c'est souvent ce qu'ils disent. Mais j'ai envie de m'engager sur un projet particulier où, et là on revient aux notions de traçabilité, je sais ce qui va se passer et je sais sur quoi je signe. Et donc en fait, c'est cet élément-là qu'on aimerait créer. Donc c'est une deuxième verticale qu'on travaille, qui est un peu une méthode de philanthropie réinventée. On l'a beaucoup travaillé sur l'impact social aujourd'hui. Demain peut-être sur des mécanismes de biodiversité, mais on cherche encore à monter en expertise sur ces sujets-là. Et donc c'est la deuxième verticale qu'on travaille beaucoup en ce moment. Odile, est-ce que la blockchain, c'est finalement la nouvelle mémoire de nos sociétés contemporaines? Et quels peuvent être justement les risques de ce transfert technologique si chacun peut contribuer à l'édition et à l'échange de données? Alors, si je commence par la deuxième partie de votre question, en fait, tout à l'heure, je disais que la blockchain, en fait, les gens qui contribuent à la blockchain, d'abord c'est volontaire. Ensuite, ils peuvent décider de ce qu'ils notent à l'intérieur de la blockchain. Et du coup, il y a une incitation positive, en fait, à avoir des bons comportements. Donc, il y a une espèce d'autocontrôle, en fait, sur les informations que l'on met, puisque dès qu'elles sont dans la blockchain, de facto, on sait que c'est vous qui l'avez mis, et 2, on ne peut plus le changer. Ou si on le change, ça se voit. Donc, première chose. Ensuite, il y a évidemment une gouvernance sur les blockchains qui est faite entre les différents acteurs pour décider comment on travaille les uns avec les autres. Et après, sur la partie mémoire, en fait, oui, c'est la notarisation des informations.
comme on le voit, comme je vous le disais, sur les huissiers, les commissaires de justice, et également comme on le fait sur les greffiers. Donc oui, il y a la blockchain peut servir à notariser des informations. Après, une fois encore, la mémoire, on décide de ce que l'on met dessus. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas le risque est un petit peu différent. Il n'y a pas le côté coercitif en fait de la chose. Arnaud, ce sera la dernière question que je vous poserai à tous les trois. C'est peut-être le moment aussi de parler de ce que fait l'association. On en a parlé en préambule de cette table ronde. Vous mettez à profit le savoir-faire académique puisque vous travaillez avec des chercheurs pour éditer des rapports et ce dans tous les secteurs. Qu'est-ce qu'on peut y trouver finalement au sein de l'association et comment on peut aussi travailler avec vous quand on est une société petite, moyenne ou grande, quand on est tout simplement passionné ou quand on a un intérêt sur le sujet, comment on peut travailler avec l'association? Alors, c'est pas que des chercheurs justement. En fait, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est pas que, mais en partie. Oui, et donc une des spécificités, c'est qu'on travaille avec des chercheurs, des universitaires, mais aussi des professionnels de chacun des secteurs. Donc, pour mon cas perso, moi, je suis pas enseignant-chercheur. Je travaille dans le numérique, j'ai fait quelques startups dans les blockchains, etc. Donc on mélange en fait les chercheurs et les opérationnels, donc ça c'est une spécificité. Et sur chacun des thèmes, en fait, on va aller, en fonction de l'orientation du thème, on va aller chercher d'autres experts sur le sujet. Donc ça c'est le premier point. Après, si vous voulez participer, ça dépend si vous êtes un individuel ou une entreprise. C'est une association loi de 1901, donc on fonctionne sur des financements privés. C'est des entreprises qui veulent bien nous accompagner, finalement sous forme de mécénat, presque, pour financer des rapports qui les intéressent. C'est-à-dire que si je suis un grand acteur du numérique, alors aujourd'hui on connaît les acteurs du numérique qui consomment beaucoup de numérique, sont les banques, les assurances, etc. Eh bien, s'ils veulent comprendre leur impact et comment ils peuvent le changer, ils vont peut-être venir financer des rapports qui sont en lien avec leurs problématiques. Donc je peux faire un appel ici, s'il y a des grandes entreprises qui veulent cofinancer des rapports, vous êtes les bienvenus. Et puis en plus des rapports par verticale qu'on produit, on a produit un document un peu de synthèse qui s'appelle le PTEF, le plan de transformation de l'économie française. C'est qu'une fois qu'on a dit OK, il faut diviser par 5 nos émissions, et qu'est-ce qu'on fait oui. Comment on le fait? Et c'est pas un problème technologique, c'est pas un problème économique, c'est pas un problème social, c'est les trois à la fois. Donc on a pris tous ces thèmes-là et on s'est projeté, on s'est dit un monde à 2 degrés, un monde où on aura divisé les émissions par 5, eh bien qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'agriculture? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'industrie? Qu'est-ce qu'il faut faire dans les transports? Et donc c'est un long rapport qu'on a d'ailleurs. Donc c'est quoi? C'est des rapports où on parle de bonnes pratiques, en gros. C'est pas des bonnes pratiques. On parle de transformation systémique de chacun des. C'est pas des bonnes pratiques. D'accord, oui, c'est même pas d'accord. Donc on s'adresse là aux décideurs politiques et aux patrons d'industrie. Donc non, c'est pas du tout des petits gestes. Si je prends un exemple, si on dit demain l'agriculture, il faut 2 fois moins de tracteurs, donc il faut 2 fois plus de paysans, c'est une transformation de la société. Si on dit l'aviation, finalement l'innovation de l'avion hydrogène qui arrivera peut-être après 2050, ce sera trop tard. Aujourd'hui, les personnes qui travaillent dans l'aviation, il va falloir les former peut-être au ferroviaire pour basculer le ferroviaire vers le train. Donc voilà, c'est vraiment des transformations systémiques dont on parle. Et donc c'est un rapport qui couvre l'ensemble des secteurs, qu'on avait fait d'ailleurs pour la campagne présidentielle, qu'on a distribué à tous les candidats pour essayer qu'ils s'inspirent des trajectoires proposées. Eh bien, c'est sur ces rapports-là que nous allons mettre un terme à cette table ronde, à ces échanges. Merci infiniment, Odile. Merci, Yanis. Merci, Arnaud, d'avoir échangé sur ce sujet, Internet et notamment le Web3 RIMTIL, avec sobriété. Vous pouvez, s'il vous plaît, les applaudir. Et nous allons poursuivre, si vous le voulez bien, cet après-midi ici pour cette nouvelle édition du Grand Bain avec notre prochaine intervenante qui va me rejoindre pour la French Tech X Marseille. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Anne Gauthier. Bonjour Anne. Alors les micros sont un petit peu dispatchés. Ça marche? Ça marche. Très bien. Anne, je te laisse le soin de poursuivre. Merci beaucoup Pierre et merci au groupe pour les échanges tout à fait passionnants et enrichissants. Et maintenant, je vais demander à Benoît de bien vouloir me rejoindre sur scène pour conclure sur cette table ronde.
Joanne. Vous êtes un Deputy Head of Sustainability chez CMA-CGM. Et pour commencer ce tête-à-tête, j'aimerais qu'on revienne sur la table ronde. Alors, on vient de parler des technologies du Web3 et du poids du numérique sur l'environnement. J'ai une question pour vous. Quel est le rôle de la data dans vos actions? Et que pensez-vous qu'elle puisse être utilisée au service de l'environnement? Merci Anne, bonjour à tous et merci à la French Tech pour l'événement et l'invitation. Alors, on n'est pas comme un IBM ou comme un Cisco, c'est-à-dire que l'IT est important, mais quand on regarde notre empreinte carbone, le principal poste contributeur, c'est le carburant qu'on utilise dans nos navires ou dans les trucks qu'on utilise. Néanmoins, on doit agir sur toutes les activités, tous les métiers, dont l'IT, même si c'est relativement en pourcentage une petite partie, mais en absolu, on est quand même un grand groupe mondial, 150 000 collaborateurs présents partout dans le monde. Forcément, ça a un impact. Et donc, il y a les deux aspects qui ont été mentionnés dans la table ronde précédente, l'aspect Green IT et l'IT for Green. Donc, sur le côté Green IT, on met en place, on renforce, on accélère dans le cadre de notre plan de sobriété et d'efficacité énergétique. Si je peux avoir le même. Ce qu'on peut faire sur la partie IT avec réduction de nos équipements dans un principe de sobriété, avoir des équipements les plus efficaces qu'on peut faire avec nos data centers pour réduire notre consommation énergétique et donc nos émissions de gaz à effet de serre. Mais bien évidemment, le plus gros levier est l'IT for Green. Donc de quelle manière on peut utiliser l'IT pour avoir des bénéfices environnementaux et sociaux également. La personne d'IBM avant parlait du projet TradeLens qu'on peut utiliser pour la dématérialisation justement de tout le cycle, on va dire, du container d'un point A à un point B. Il y a également ce qu'on peut faire dans le cadre de notre programme Smart Ships, donc sur nos navires. Et de quelle manière les data nous permettent de suivre aussi un petit peu en temps réel où sont nos navires et optimiser les opérations et donc la performance opérationnelle, optimiser les routes, optimiser la vitesse, ce qui veut dire une baisse de la consommation de carburant et donc une réduction des émissions de CO2. Donc il y a bien évidemment un levier fort avec l'IT for Green. Néanmoins, ça a été évoqué par le Chip Project en particulier, c'est les effets rebonds. Donc des data, on en a des millions, des milliards. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, les fiabiliser, les qualifier et se mettre dans une démarche de progrès avec ça. Ok. Alors, vous êtes en charge du département Sustainability. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, concrètement, quels sont vos engagements sur le sujet? Oui, alors le sujet, donc développement durable ou RSE, responsabilité sociétale des entreprises, c'est un enjeu important pour le groupe. Et au-delà d'important, c'est stratégique. Stratégique pour différentes raisons. Stratégique parce que nos clients nous demandent, c'est-à-dire que nous on va transporter d'un point A à un point B, que ce soit par bateau mais aussi des activités logistiques, leurs marchandises. Et donc beaucoup de nos clients, du Ikea, du Nestlé, du Amazon ou des plus petits bien évidemment, ont des objectifs environnementaux et des objectifs de décarbonation. Donc ils demandent à leurs prestataires, dont CMA-CGM, qu'est-ce que vous faites et quels sont vos engagements. Donc on est poussé aussi par le business. Et c'est un élément important. On est poussé par la réglementation, les législations françaises, européennes, internationales, quel que soit le secteur d'activité, bien évidemment, sont de plus en plus contraignantes, ou en tout cas mettent les entreprises vis-à-vis de leurs responsabilités. Donc on est de plus en plus challengé. Il y a aussi les collaborateurs, les talents qu'on recrute, la société civile, les ONG. Donc c'est vraiment un élément stratégique. C'est pour ça que nous, on a un comité RSE globalement tous les mois, présidé par Rodolphe Saadé, donc le président et CEO de CMA-CGM, parce que c'est devenu clé et central dans le développement futur de l'entreprise. Et pourquoi ça devient aussi de plus en plus important pour nous? Nous, comme je le disais, on est quand même un grand groupe, 150 000 collaborateurs, on est le 3e armateur mondial. Donc on a également un point important. Ça a été dit tout à l'heure, dans les ordres de grandeur, le transport représente à peu près 23-24% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Le transport de marchandises, 10%. Et le transport de marchandises par voie maritime, 3%. 3% des émissions de GES mondiales. Donc c'est pas négligeable, bien évidemment. Ce qui fait qu'en tant que 3e armateur mondial, il nous incombe aussi une responsabilité
pour décarboner ce secteur-là, mais aussi une responsabilité de capacité d'entraînement. Comment on travaille avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos fournisseurs pour les engager dans cette trajectoire de décarbonation. Et donc pour faire ça, on a différents axes de notre stratégie RSE. Là, j'ai principalement parlé de l'axe planète, environnement. Mais dans la RSE est bien évidemment beaucoup plus large que juste l'aspect climat et l'aspect environnemental. Et on a 3 axes. On a protéger l'humain, agir pour la planète et agir pour un commerce responsable. Protéger l'humain, pourquoi ? En tant qu'employeur, quelle que soit la taille de l'entreprise, la première responsabilité, c'est de protéger ses salariés en termes de santé, de sécurité, mais également qu'est-ce qu'on peut faire pour développer les compétences, accompagner leur développement de carrière, ce qu'on peut faire en termes de formation, ce qu'on peut faire en termes de qualité de vie au travail, de diversité, et diversité sur tous les aspects, genre, religion, enfin tous les pans de la diversité et l'inclusion. Donc ça, c'est un grand pan de notre activité qui n'est pas que piloté par la RSE. Le département RSE n'a pas vocation à traiter tous ces sujets-là, mais a vocation à coordonner les travaux de tous les autres métiers et de s'assurer que la stratégie RSE qui est définie donc, par notre chairman Rodolphe Saadé est déployée et pilotée. Donc on travaille avec le département RH, bien évidemment, quand on parle de l'axe humain, mais avec les achats, avec la R&D, avec les commerciaux, avec tous les départements. Donc le premier pilier, c'est l'humain. Le deuxième, c'est planète, agir pour la planète. Je vous ai parlé de ce qu'on faisait en termes de décarbonation, enfin de notre engagement de décarbonation qui a été renforcé par Rodolphe Saadé à la COP26 l'année dernière. Donc vous savez peut-être qu'il y a la COP27 en ce moment en Égypte à Sharm el-Sheikh. L'année dernière, c'était en Écosse à Glasgow. Rodolphe Saadé a pris l'engagement du net zéro carbone en 2050. Ce qui est un challenge quand même pour notre secteur. Ce qui passe par quoi ? Et l'IT aidera aussi là-dedans, sur tout ce qui est efficacité opérationnelle, donc optimisation des routes, des navires, des marchandises. Et là, la data est importante, nous permettra de gagner en émissions de CO2. Il y a toute la partie également modernisation de nos navires. Avoir des navires plus efficaces. Donc on a une équipe de R&D qui travaille sur l'hydrodynamie de tous nos navires pour d'un point de vue sobriété, consommer moins. Et le dernier pan, qui est quand même le plus important et le plus challengeant, c'est les carburants alternatifs, les carburants basse émission ou zéro émission. Donc on travaille avec les énergéticiens, parce qu'on n'est pas énergéticien, on est utilisateur de l'énergie, que ce soit sur nos navires ou sur nos camions. Donc on travaille avec les énergéticiens, que ce soit du Engie, que ce soit du Shell, que ce soit du Total, que ce soit du GRD Gaz, avec des startups également, avec du Waga Energy qui est basé en France, pour développer les carburants alternatifs de demain, qui seront donc faiblement carbonés ou qui tendront vers le zéro carbone, et accompagner le développement à l'échelle. Développement à l'échelle, pourquoi ? Nous, on a quand même, on opère à peu près 560 navires. Des navires qu'on peut avoir, ils font plus de 400 mètres de long. Ils peuvent transporter 23 000 containers, donc boîtes qu'on met. Donc la quantité nécessaire pour nous, mais aussi pour tout le secteur, est assez énorme. Donc on a besoin d'accompagner le développement et de travailler avec les énergéticiens pour les accompagner là-dessus. Et un dernier mot rapide sur notre troisième axe, qui est le commerce responsable. Bien évidemment, c'est tout ce qui est éthique, tout ce qui est conformité. Mais je le disais tout à l'heure, c'est comment nous, CMA-CGM, grand groupe international, on peut accompagner aussi toute une filière, tout un secteur et collaborer. La dimension collaborative, je pense qu'il a été évoqué depuis le début de la journée, est clé là-dedans. Comment on travaille avec les énergéticiens, mais comment on travaille avec nos clients pour que ça soit gagnant-gagnant et qu'on résolve conjointement, on va dire, les enjeux de développement durable, de décarbonation, entre autres. Merci. Alors, vous êtes dans une grande entreprise, avec une équipe, avec des moyens. Alors, à votre avis, pour les startups, s'engager sur des actions de RSE, c'est possible comment ? Et effectivement, nous, on est un grand groupe, on a une équipe de RSE sur ces différents sujets que je mentionnais précédemment. Et on est plus attendu sur ces sujets-là, c'est ce qui est normal. Hein. Bien évidemment, il y a plus de réglementation qui concerne un grand groupe qu'une start-up. Néanmoins, toute entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son statut juridique, a un impact. Et quand je parle d'impact, c'est impact positif et impact négatif. Impact négatif d'un point de vue environnemental principalement, mais impact positif sur contribuer, enfin rien que l'emploi, rien que la richesse qui est créée. Et donc comment une entreprise, quelle que soit sa taille, dont une start-up,
peut aussi maximiser ses impacts positifs. Et ensuite, on a beaucoup d'entreprises, de start-up qui ont une finalité développement durable. Enfin, on en entendait parler tout à l'heure, qui ont une finalité RSE, qui proposent des solutions par rapport à ça. Et ça, elles doivent être encouragées. Nous, CMA CGM, vu l'ampleur des challenges qu'on a également, on cherche des startups qui peuvent nous proposer des produits, des solutions pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et les startups, quand elles collaborent avec une grande entreprise, ou startups mais PME étaient également, on va dire que les obligations qui nous incombent grands groupes, ensuite, elles vont incomber à nos prestataires. Donc, c'est peut-être des PME, des ETI. Donc, on va essayer d'embarquer toute cette filière-là. Ensuite, en tant que startup, disons qu'au plus la RSE est natif et dans l'ADN de la boîte, au plus ça sera facile de développer une entreprise avec cet ADN-là. Un grand groupe qui n'a pas été forcément construit sur des valeurs de RSE, ça demande un peu plus de temps. Il y a aussi, je pense, plein d'outils, de dispositifs, de financement avec la BPI, avec le réseau Entreprendre qui peuvent aider à ça. Il y a des labels, le Green Tech Innovation, le label B Corp qui traite également des startups, et qui donne, au-delà du label, le label c'est pas la finalité, c'est pas l'alpha et l'oméga qu'une startup doit rechercher ou une grande entreprise, mais ça permet déjà de donner une grille de lecture. Comment moi, startup, par rapport à mon secteur d'activité, je peux essayer d'intégrer dans ma manière de faire, au-delà du produit que je peux proposer à mes clients, mais dans ma manière de faire, des dimensions RSE. Et je pense qu'il doit y avoir des startups dans la salle, vous avez dû faire un BMC. Il y a des modèles de BMC qui intègrent, donc de Business Model Canva, qui intègrent l'aspect sustainability. Donc vous pouvez aussi vous poser des questions sur comment, on parlait de sobriété, comment optimiser au mieux mes ressources physiques. Quelle proposition de valeur je peux avoir vis-à-vis de mes clients en intégrant la RSE. Donc voilà, je pense qu'il y a des outils, des dispositifs et des mouvements. Je voyais tout à l'heure, voilà, le logo Mouvement Impact France est un mouvement qui accompagne aussi les startups à impact et qui permet de les faire grandir et d'intégrer ces sujets-là. Alors, on est ravis que la CMA CGM soit sur le showroom à côté pour présenter des startups de l'incubateur The Box. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les collaborations que vous avez? Bien, avec plaisir. Alors déjà, l'innovation ou l'entrepreneuriat, c'est dans l'ADN du groupe CMA CGM. Le groupe a été fondé par Jacques Saadé en 1978 quand il est arrivé en France à Marseille. Il a commencé avec un navire et 4 collaborateurs. Maintenant, comme je vous le disais, on a plus de 560 navires qu'on opère, 150 000 collaborateurs. On s'est développé sur la partie logistique. Donc voilà, cet ADN-là est fort dans le groupe, dans la famille, avec Rodolphe Saadé maintenant. Donc c'est vraiment important pour eux d'accompagner l'entrepreneuriat et donc d'accompagner les startups. C'est pourquoi The Box a été initié par Rodolphe Saadé en 2018, donc The Box, incubateur et accélérateur de start-up à l'international. On a 4 hubs actuellement, on en a un à Marseille, que vous devez connaître, à côté de la Joliette, à la Cisam. Il y en a un aux US, il y en a un aux Antilles, et on va en ouvrir un en Côte d'Ivoire également, avec l'objectif d'accompagner des start-up et de les accélérer sur les sujets, les enjeux de demain, principalement les enjeux de mobilité, de logistique par rapport à ça. Et donc je vous invite, si ça n'a pas encore été fait, à aller voir certaines startups incubées, accélérées par The Box qui sont juste à côté, que ce soit Deki sur la logistique du dernier kilomètre décarboné, que ce soit Synergie sur le dessalement de l'eau de mer, que ce soit WePost pour aussi des solutions de livraison en utilisant les passagers en train. Donc voilà, on les accompagne, on croit en elles, on croit au potentiel des startups, à cette capacité d'innovation. Et je précise aussi qu'on collabore avec The Box, mais on a aussi un autre incubateur, plus à dimension sociale, qui s'appelle Le Phare, qui a été initié par Tania Saadé et la fondation CMA CGM, qui est vers La Rose, à l'Épopée. Et donc on a aussi des startups qui sont là, Nanaba, qui est une solution pour limiter l'exposition des enfants aux écrans. Donc il y a une dimension plus sociale et une dimension plus éducative de cet incubateur Le Phare, mais en tout cas c'est des éléments importants. Notre politique, on va dire, innovation et notre politique start-up. Et pour parler aussi concrètement, on collabore sur des projets avec des startups. C'est pas juste on les accompagne, on les soutient financièrement, on collabore avec eux. Je peux prendre l'exemple de 2 projets assez différents, un plutôt environnemental avec Sirocco
et très data sur la création d'un jumeau numérique pour nos navires, pour optimiser, on va dire, la consommation d'énergie et optimiser les opérations de nos navires. Donc une start-up en plus marseillaise, et une deuxième start-up marseillaise, mais qui a une dimension également RH. C'est Maoboa, qui propose une solution et une plateforme pour engager les collaborateurs dans la stratégie RSE de leur entreprise et pour avoir un impact aussi à titre individuel. Donc on collabore avec eux, on est leurs clients et on peut les soutenir également sur d'autres aspects. Et le dernier point que je voulais mentionner, en 2023, on va ouvrir à la Pointe-Rouge Tangram, qui est un lieu de collaboration, d'innovation et de formation pour répondre aux enjeux de demain et créer le transport et la logique durable de demain. Donc ça sera vraiment un lieu Open Innovation, donc pas dédié à CMA, CGM, mais où il y aura des chercheurs, des scientifiques et bien évidemment les startups et les entrepreneurs auront leur rôle à jouer et leur place là-dedans. Donc j'espère que plusieurs d'entre vous pourront y participer. Merci beaucoup Benoît. Je crois que c'est une très bonne conclusion à cette journée d'échange. Et maintenant, j'aimerais que Sébastien et Diane nous rejoignent pour conclure cette journée. Merci Anne. On touche à la fin, la conférence sur le Web3 est finie. Il reste une remise des prix, vous voyez des jolis petits coqs arriver. Mais avant ça, c'est peut-être le moment pour Diane de nous faire son petit bilan de la journée. Est-ce que tu es contente du grand bain qui s'est passé aujourd'hui déjà ? Donc c'est ça, je suis sans voix pour cette fin du grand bain. C'était surtout merci à vous d'être présents depuis ce matin, de nous avoir suivis. Ce que je retiens de ce grand bain, c'est la convivialité, les échanges. Et ce grand bain, il est un peu à l'image de ce territoire. Joyeux, festif, il est divers. Donc super heureuse de ce moment. Et toi, Sébastien ? Bah pareil, une belle réussite. Vous êtes venus en nombre, alors on voit que sur la fin de journée, il y a un peu moins de monde, mais c'est toujours le cas. Mais on va enchaîner. Je te laisse peut-être présenter ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est que ce challenge des startups à impact et on va voir les gagnants juste après. Le Grand Bain, c'est notre événement de la tech inclusive et durable. Donc l'impact, il est vraiment au cœur de ce Grand Bain, c'est l'ADN. Donc c'était important pour nous de mettre en valeur les startups qui s'engagent sur le sujet de l'impact. Donc on a créé un challenge des startups à impact et pour créer ce challenge, on s'est aussi associé à des acteurs qui, eux, œuvrent aussi pour l'impact. Donc Mouvement Impact France et l'ITA et un petit nouveau cette année qui est Yoda. Donc l'idée, c'est que chacun on choisit une startup coup de cœur qu'ils vont vous présenter. Donc on a des magnifiques coques cette année pour nos lauréats. Je propose à Marjolaine Pain de Mouvement Impact France de nous rejoindre sur scène pour qu'elle nous explique un peu son engagement. Avec Camille. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marjolaine, je représente au niveau régional le Mouvement Impact France. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Mouvement Impact France, c'est un mouvement qui est coprésidé par Eva Sadoun de l'ITA.co et Jean Moreau de Phoenix. On est un mouvement qui représente, qui porte la voix des dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui mettent l'impact au cœur de leur entreprise. Donc on a une définition de l'entreprise à impact social et écologique. C'est une entreprise qui se situe sur 3 piliers. D'abord, elle met l'impact au cœur de sa stratégie, c'est-à-dire qu'elle répond à un besoin social et ou écologique. Ensuite, elle travaille sur ses externalités négatives, entre parenthèses sa RSE. Donc elle va travailler sur ses externalités négatives en termes d'impact social et écologique. Et enfin, elle met toutes ces valeurs, elle les met en cohérence en partageant le pouvoir et la valeur dans son entreprise. C'est très important au Mouvement Impact France, le sujet du
partage du pouvoir et de la valeur qui est parfois un peu oublié sur les sujets quand on parle d'impact. Et je voulais vous parler aujourd'hui, comme on est avec la French Tech, on a une communauté qui s'appelle la communauté Tech for Good et qui travaille à un nouveau modèle de succès qu'on appellerait les licornes à impact, qui est un modèle de licorne qui, plutôt que faire 1 milliard de valorisation financière, aurait un potentiel d'1 milliard de coûts évités pour la société. Donc on travaille là-dessus avec le BCG. Et de plus en plus, dans nos événements, on met en avant ce qu'on appelle des licornes à impact ou des licornes sobres qui peuvent présenter ce potentiel-là. Et donc, dans les startups qui ont été présentées par la French Tech pour ce coup de cœur, on a choisi la startup de Mahmoud Bergui qui est juste ici, qui s'appelle Smartbox City. Et on pense que c'est une potentielle future licorne à impact qui va pouvoir répondre à des problématiques et des urgences sociales fortes tout en ayant un impact écologique important, impact écologique positif. Donc je vais appeler Mahmoud à monter sur scène pour se présenter et lui remettre ce prix coup de cœur. Merci beaucoup Marjolaine. Bonsoir. On va peut-être t'écouter, que tu nous présentes aussi un peu ta start-up. D'accord, bon, je suis content d'abord. Merci à tous. Donc notre start-up, c'est Smartbox Industries. On est spécialisé dans la transformation des conteneurs maritimes pour en faire des maisons, des bureaux, des logements. Mais on est plus orienté vers l'impact social, puisqu'on participe sur des projets de construction d'écoles, d'hôpitaux, d'abris d'urgence. On a été accompagné par la région, par l'accélérateur M. Et maintenant, on fait partie de la nouvelle cohorte de The Box, d'ailleurs, actuellement, qui nous accompagne sur, bien sûr, plusieurs volets. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, on t'offre un coq, un magnifique coq, pour ce challenge de start-up à impact, donc coup de cœur du mouvement Impact France. Merci pour votre confiance, déjà. Et on est ravis, en tout cas, merci Marjolaine, pour votre regard toujours très précieux sur les sujets d'impact. Merci à tous. On a donc 3 partenaires sur ce challenge, dont un nouveau, je vais appeler Florent Boyer, de Yoda Consulting, qui va nous expliquer pourquoi Yoda, d'un coup, s'intéresse à l'impact. Florent, je t'en prie. Bonjour à tous. Alors, c'est pas, on ne s'intéresse pas d'un coup. Nous, on est un cabinet qui accompagne les entreprises innovantes depuis 20 ans. Et on voit les mouvements, quand on travaille dans l'innovation, on voit les tendances un petit peu en avance. Et aujourd'hui, comme tout le monde, on se rend compte qu'on ne peut plus travailler ou développer une entreprise comme on le faisait d'avant. On a honnêtement beaucoup de clients jeunes et on n'a plus de clients qui arrivent en mode start-up sans se poser la question de l'impact. Et c'est souvent au cœur de la société elle-même et dans l'objet. On parlait ce matin des entreprises à mission et on en a de plus en plus. Et donc, nous, on a toujours développé nos activités en partant des besoins du terrain. Il y a des besoins d'accompagnement. On a des entreprises aussi plus traditionnelles qui sentent qu'elles doivent changer, qu'elles doivent évoluer. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, on faisait du financement, on faisait de la fiscalité, on faisait de l'expertise comptable. Et maintenant, on rajoute un 4e pilier, parce qu'on avait déjà trois jambes, on va dire, une 4e pilier autour de tous les sujets RSE, impact, comptabilité extra-financière, puisque à l'avenir, on ne valorisera plus une société uniquement sur ses résultats financiers, mais sur plein d'autres sujets, et on ne les financera plus pareil non plus, que ce soit les financeurs publics. BPI en parlait ce matin, mais c'est pareil du côté des investisseurs privés qui lèvent l'argent auprès de souscripteurs qui leur demandent d'investir de plus en plus dans des projets qui ont du sens. Donc c'est un prolongement naturel de ce qu'on fait depuis de nombreuses années, de lancer ça aujourd'hui. Super, et tu as raison, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience, en tout cas maintenant des entrepreneurs et des startups, de considérer l'impact et de le prendre en compte dans le développement des actions. Oui, et puis même quand on construit un business plan, maintenant, on le prend dès le départ parce qu'on sait que ça va faire partie de l'ADN de la société et que c'est celles qui auront pris ça dès le départ qui réussiront et plus celles qui pensent que ROI, profit, rentabilité uniquement financière. Et faire de futures licornes à impact. Du coup, quel est votre coup de cœur chez Yoda Consulting ? Alors notre coup de cœur, c'est Sports in Goods. Parce que pour une bonne raison, c'est que c'est un projet de
complètement en économie circulaire, qui était tourné vers le foot aussi. On aime beaucoup le foot chez Yoda. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup le marché de la deuxième main, de plateformes qui font ça. Et Sporting Goods remet sur un circuit des choses qui n'ont même pas été utilisées, en fait, et qui redistribue après au niveau des acteurs. Donc c'est ça qui nous a plu. Et voilà pourquoi on les a sélectionnés. Merci. On va les écouter. Oscar, si tu veux bien. Et on peut l'applaudir parce qu'un deuxième coup de cœur. Merci. Oscar, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément Clairement. ce que tu fais ? Bonsoir, moi c'est Oscar Mondésir. Et pour vous présenter un peu Sporting Goods, je voulais vous raconter l'histoire de cette veste de sport. Cette veste, elle a traversé des dizaines de frontières, elle a cheminé des milliers de kilomètres avant d'arriver en Europe. Elle a rejoint le mercato d'été à Annecy. Elle était tatouée à son effigie, prête à transpirer et à partager les valeurs de son club sur le terrain. Mais le marketing des saisonnalités en décida autrement. Commandée en trop, en raison des changements de collection de la marque, elle reste dans un carton pendant plusieurs années dans l'obscurité et la pénombre. Et ça, chez Sporting Goods, on a décidé de changer les choses. Depuis maintenant 4 mois, sur Sporting Goods, on donne la chance à des milliers d'articles de sport de trouver une seconde vie en les proposant à la vente sur une plateforme digitale. En termes de chiffres, c'est plus de 240 millions d'euros d'invendus sur l'Hexagone et ça représente 100 000 tonnes d'articles de sport qui sont jetés tous les ans sur le territoire. Alors, pour ne plus les laisser sur les bancs de touche, aujourd'hui, on a créé cette plateforme qui nous permet aujourd'hui de donner déjà la chance à plus de milliers de produits de trouver un second acquéreur. Donc merci de créer ensemble le terrain de jeu de demain. Donc je vous remets le petit coq et puis bravo. Merci. Est-ce que la photo a été faite ? Neddy, mais super. Merci beaucoup. Merci Florent. Alors on avait un troisième aussi acteur. Alors du coup je vais être un petit peu seule. Je vais faire les deux. Donc Lita aussi accompagne. Donc Lita c'est une plateforme qui accompagne les entrepreneurs engagés au levée de fonds. Et Lita est en pleine levée de fonds. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas là ce soir. Donc vous comprendrez bien qu'ils sont, je pense, un peu dans le feu. Et Lita avait aussi sélectionné une start-up qui, je crois, n'est pas là. Voilà, pas encore. Donc je vais m'auto-donner ce coq, parce que c'est mon premier grand bain. Non. Merci. Donc pour vous dire, Lita avait choisi Ipsago, qui est une start-up qui, alors je vais essayer de la pitcher assez facilement, qui fait des gâteaux sains, avec de la revalorisation de de céréales qui ont été revalorisées. Donc on est pareil sur du circuit court. Donc Lita qui a récompensé Ipsago. C'est la fin du grand bain. Donc c'est le moment en fait de vous dire merci. Je vais faire beaucoup de merci parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont œuvré à ce grand bain. Sébastien, je me tourne vers toi parce que tu as été un maître de cérémonie incroyable. Tu peux me rejoindre aussi. Et je veux bien qu'on me rejoigne sur scène aussi les membres du board pour la photo de famille. Sébastien, un maître de cérémonie incroyable, mais tu as aussi fait partie de l'équipe Grand Bain. Donc on a fait de longues réunions le vendredi dans tes locaux. Donc merci pour ton énergie, parce que c'était hyper précieux et utile. Aurélien aussi, team Grand Bain. Mes membres du board, Anne, un soutien incroyable. Alex, je t'en prie, Elodie, qui ont aussi joué le jeu d'interviewer cet après-midi nos membres. Est-ce que j'ai d'autres membres du board ? J'ai vu tout à l'heure Frédéric Guilleux. Non, il est reparti. Bon. Vous représentez très bien la French Tech, merci. Je vais remercier bien évidemment les partenaires qui, sans eux, cet événement n'aurait pas été possible. Et puis, un gros merci à mon équipe. Je les vois. Jeanne, voilà, elle est là. Ma topaise, ça prend. Tu as fait un boulot incroyable. Paloma, Noémie, Roxana, qui est arrivée il y a 3 semaines dans le grand bain directement. Roxana doit être sur le terrain à courir partout. Roxana, si tu nous entends, tu es invitée sur scène. Un clin d'œil bien évidemment à Jean-Baptiste qui a été à l'initiative il y a quelques mois et qui a imaginé aussi ce grand bain. Merci à vous d'être présents.
d'être là depuis le début de ce grand bain. Donc c'était la 4e édition. Donc on va clôturer. On se retrouve à 19h30. On va se faire une petite beauté. On va fermer l'espace le temps de remettre tout ça en ordre, d'enlever les chaises et de faire place à la fête. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes entrepreneurs, investisseurs, salariés, étudiants, artistes. Nous sommes acteurs de la tech et ne pouvons ignorer son impact sur nos vies. Nous sommes acteurs du territoire Aix-Marseille, un laboratoire qui nous permet d'imaginer, de prototyper et de développer des solutions innovantes, inclusives et durables. Nous donnons la parole à ceux qui pensent la tech au service de l'intérêt général. Nous pensons les enjeux actuels pour anticiper ceux de demain. Nous rassemblons des personnes de tous les horizons pour créer des connexions nouvelles. Nous vous invitons à nous rejoindre. Nous sommes le Grand Bain.